nous sommes dans une nouvelle pièce où vous avez installé ces petits musées, enfin l'une des pièces de petits musées, avec les trésors, puisqu'il y a la machine à écrire, les lunettes, toutes ces caricatures et ces maquettes. Voilà, alors ici en fait l'idée c'était de consacrer un peu à l'histoire de grand-père. Donc il y a un portrait de grand-père qui se trouve au-dessus du lit avec sa mère, Laure Fleuriot de Langle, et son père. Son père donc est mort quelques mois après la naissance donc de Jean, donc il ne l'a jamais connu. Et du coup sa mère est retournée en Bretagne puisqu'elle est bretonne, chez son père, donc l'amiral Camille Fleuriot de Langle. Donc qui est présenté ici, et la photo de mon grand-père est assez amusante parce que on le voit présenter donc son grand-père qu'il a peint lui-même, puisque c'est un portrait par mon grand-père. Et puis à côté du portrait du grand-père, il y a un ancêtre donc de Camille Fleuriot de Langle qui a fait partie en fait de l'expédition de Bougainville, et il a été mangé. Donc par les aborigènes. Et mon grand-père était complètement fasciné par cette histoire, et ça lui a donné peu à peu l'envie de se passionner pour l'histoire de la mer et des grands marins. Donc c'est ça qui est évidemment très intéressant. Et c'est avec son grand-père qu'il a appris à faire les premières maquettes, et donc il les lançait donc sur la mare de la Morinay, et il raconte qu'ils étaient absolument enchantés de leur partie, puisque le grand-père se mettait en grand uniforme, et le petit-fils se mettait en matelot avec le béret de matelot que vous avez là, et ils rentraient boueux et ravis, donc chaque fois qu'ils avaient lancé un nouveau bateau. Alors, l'idée de mon grand-père était évidemment de faire la marine, sauf qu'il avait un souffle au cœur et puis des problèmes d'yeux. Donc il a dû abandonner ce projet, et il a décidé donc de devenir peintre. Le problème, c'est qu'en arrivant à Paris donc pour apprendre la peinture, on est en pleine modernité, donc avec les impressionnistes, post-impressionnistes, le nabisme, le cubisme. Et donc, du coup, il va se décider d'être portraitiste. D'où le portrait de son grand-père, d'où son autoportrait que vous avez donc tout là-haut. Et au moment de la Première Guerre mondiale, il décide donc de, évidemment, faire son devoir, sauf qu'en fait, il n'a pas le physique. Et si vous regardez la caricature qui est là, c'est très amusant, parce qu'on voit mon pauvre grand-père, donc devant, évidemment, l'officier qui va le réformer en disant « Non, vous n'avez pas la taille, donc le physique, pour devenir militaire. » Donc il sera à l'infirmerie, et il va caricaturer en fait ce qui se passe à l'infirmerie. Et là, on voit donc un autoportrait en 1918. Sa mère lui dit « Je vends le Chamblac parce que ton frère a joué et je n'ai plus d'argent pour entretenir cette maison. » Or, comme le Chamblac était son seul lien avec son propre père, puisqu'il ne l'avait jamais connu, il décide en fait d'aller voir tous ses amis pour emprunter de l'argent et pouvoir rembourser les dettes de son frère. Et il vient ici, il a une très jolie formule, il dit « Je me suis inféodé à la maison ». Donc le voilà, le chevalier à la triste figure, avec donc son épée mouchetée, sa palette et ses pinceaux, la chouette sur son dos, sur son épaule, et puis Malice et Malo qui sont donc ces bulldogs, donc qui étaient toujours à la maison au Chamblac quand mes parents se sont connus. Il y avait toujours soit Malice, soit Malo, qui étaient là. Alors, en étant au Chamblac, il est coincé au Chamblac, il ne peut pas partir, il ne peut pas voyager comme ses amis qui ont fait naval. Et du coup, il va se venger en faisant toutes ces maquettes qui évoquent justement le bout du monde, puisque vous avez des maquettes qui présentent des bateaux donc, du Mekong, des bateaux chinois, donc qui sont présentés ici. Voilà. Et puis après, il ira quand même un tout petit peu voyager. Donc on a ici les maquettes qui évoquent Venise, avec la maquette donc pour Lord Byron, où il reste donc une épée. Puis vous avez ensuite les grands bateaux qu'il fera donc par la suite, avec le Jolly Rogers, donc qui est un bateau pirate, qui lors de la guerre d'indépendance des États-Unis remontait donc les grands fleuves pour aller apporter de la nourriture aux insurgés. Alors ce qu'a dit Louis, c'est que ces maquettes sont quelquefois très réalistes, et puis l'imagination prend le pouvoir et il crée tout un monde. Exactement. C'est-à-dire que chaque maquette est en fait à l'intérieur d'une boîte,
Et chaque maquette raconte une histoire. Ouais. Et ça qui est évidemment très, très passionnant, ce sont des maquettes finalement d'un romancier. Alors bien sûr, cette pièce est aussi marquée par l'autel, donc, qui est au centre de la pièce, qui a été fait donc, de ses mains, puisqu'il travaille très bien le bois, parmi différentes qualités. Et c'était en fait l'autel qui se trouvait dans la chapelle de la salle à manger. Oui. Et enfin, il y a aussi donc le portrait de Monsieur de Bonneville. Monsieur de Bonneville étant le dernier propriétaire de la maison, avant que ça passe au Lavarande. Oui. Et surtout, c'est lui qui avait épousé cette jolie femme qui est morte au bout de quelques mois de mariage et qui est restée pendant 6 mois sur le lit que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est lui qui refait tous les décors de la maison, surtout. C'est ça qui est évidemment très, très intéressant. Cette maison, en fait, a toujours été très aimée. C'est une maison charmante, en fait, qui est de taille humaine, avec un parc qui l'accompagne bien. Et donc, c'est vrai que c'est une maison où on se sent bien. Quand on arrive, on se ressource complètement. Donc ici, dans la bibliothèque, vous avez une maquette de mon grand-père qui est assez troublante puisqu'elle représente la Révolution française. Et donc, on voit un bateau donc sur un fond de deuil avec des flots de sang et on a même coupé la tête à la figure de proue. Et puis en dessous, vous avez donc la plume de Barbet d'Aurevilly, qui est un auteur que mon grand-père appréciait énormément. Et quand il a obtenu donc, le prix des Vikings, avec l'argent de ce prix, il a acheté cette plume qu'il mettait sur son bureau comme une sorte de référence, à évidemment conserver. Barbet était son maître. Barbet était son maître, tout à fait. Et puis cette photo qui est en fait la reproduction d'un tableau. Ah non, alors en fait c'est une présentation à la duchesse de Berry, donc au Ras du Pin. Oui. Et en arrière-plan, on devine donc Nez de Cuir, qui est présent à cette présentation, puisque évidemment il joue un rôle très important dans le monde du cheval. Alors il faut nous raconter qui était Nez de Cuir, c'est le héros de l'un des plus grands romans de Jean de La Varande, qui a eu la chance d'être réalisé au cinéma, avec Jean Marais. Avec Jean Marais. Alors Nez de Cuir, c'est un grand séducteur, un homme qui était particulièrement beau, qui vivait à l'époque de Napoléon Ier, enfin de l'Empire en fait, et donc qui est parti donc guerroyer, et le malheureux a reçu un coup d'épée qui lui a coupé le nez. Et donc il s'est fait faire un nez en cuir et, paraît-il, était encore plus séduisant avec son nez en cuir et toutes les femmes étaient à ses pieds. Voilà. Et d'où une histoire d'amour extraordinaire. Exactement. Qu'il faut découvrir. Qu'il faut lire. Et puis vous avez la miniature représentant Nez de Cuir là. Nous sommes dans une ancienne cuisine avec cette merveilleuse âtre, mais en réalité le bureau de Jean de La Varande était sous les toits. Exactement. Alors mon grand-père travaillait donc sous les toits. Il a même fait faire des vasistas pour pouvoir avoir la lumière dans ce nouvel espace. Il raconte que le soir, quand il était en train de travailler, il y avait une chouette qui venait se mettre juste sur le vasistas et qui donc l'inspirait au moment de ses écrits. Et donc nous, on a finalement décidé de tout redescendre parce qu'en réalité, l'escalier qu'il avait prévu pour accéder à son bureau est un escalier de bateau, donc extrêmement raide, et donc les gens ne pouvaient pas monter. Enfin, en tous les cas, ils pouvaient monter, mais ils pouvaient difficilement descendre. C'était une échelle de coupée. Exactement, une échelle de coupée, donc très difficile. Donc du coup, on a pris des photos et on a descendu donc tout l'atelier. Donc on a ici donc une table dans laquelle il travaillait, il évidait donc ses bois. On a au fond donc la boîte à clous, donc dans laquelle il y a tous les clous de toutes les tailles, donc pour ses maquettes. Au-dessus, on a toute les colles, couleurs, etc. Donc il utilisait vernis qu'il utilisait pour ses maquettes, avec les petits réchauds pour chauffer les colles. On a la machine à coudre, bien évidemment. Bon, il y a des téléphones qui étaient là, donc j'imagine qu'il devait avoir des téléphones, ils n'étaient pas complètement coupés donc de l'extérieur. Et alors, une des choses qui est assez amusante, c'est qu'il collectionnait des sabliers. Parce qu'il était obsédé par le temps qui passe, et avec cette idée qu'il fallait marquer son temps et qu'il ne fallait jamais donc perdre son temps. Donc ça, c'est un élément assez amusant. Et de l'autre côté, on a la table de montage avec donc tous les outils qu'il utilisait, et puis les bois qui sont présentés en bas avec les noms des différentes espèces qu'il commandait donc en fonction des besoins pour les maquettes. Donc ça, c'est assez amusant, parce qu'en fait, on est vraiment dans son univers créatif. Et l'étau sur lequel on voit installer cette barque. Oui, voilà, oui, parce qu'en fait, tout est resté identique quand il est mort. Et donc, en fait, on a redescendu
tel qu'il avait abandonné en fait l'atelier. C'est ça qui est assez touchant d'ailleurs, parce qu'il est encore là, hein, d'une certaine façon, à travers aussi les photos. Alors il y a une photo qui est assez amusante, on le voit dans son atelier justement, en train de travailler. Donc on a des maquettes, par exemple le Winslow qui présente un baleinier, où on voit une baleine en train d'être découpée et l'huile qu'on obtient donc avec donc la chair de baleine. On a le char volant du prince d'Orange, qui, quand les canaux en Hollande étaient gelés, eh bien, utilisait cela comme moyen de locomotion. Et puis, on a toute l'histoire de la marine en maquette, où on commence avec l'Arche de Noé. Il a fait une sorte d'énorme bateau avec un temps plus ou moins, plus ou moins inspiré finalement de ce qu'il y avait dans ces régions. Et alors, ce qui est très amusant, c'est tous les petits animaux. Donc chaque fois que papa avait une bonne lotte, il faisait un nouveau petit personnage, sauf qu'en fait papa avait déjà 15 ans, donc il a trouvé ça pas drôle du tout. Ici, un espèce d'écriteau, donc Citroën, parce qu'il s'est dit qu'il fallait quand même leur donner des points de repère, et Citroën c'était pour lui la meilleure voiture à l'époque. C'est évidemment assez amusant. Après on part en Égypte avec Moïse, et on voit les fesses de Moïse dans son couffin. Ensuite nous partons en Grèce, donc avec la Toison d'Or, Ulysse et les sirènes en dessous. Les sirènes étant évidemment des femmes ailées et non pas des femmes poissons. C'est une aberration d'Andersen. Hein. Les sirènes, c'était les femmes oiseaux. On a Caron. Et puis le bateau que grand-père préférait, c'était Prométhée. Et donc Prométhée, qui a été condamné à avoir le foie éternellement dévoré par un aigle, l'aigle de Jupiter, que grand-père a remplacé par un vautour parce qu'il trouvait que c'était un animal plus bas et que finalement faire ce genre de tâche n'était pas pour un aigle. Et il envoie au malheureux Prométhée un bateau sur lequel il y a 2 bonbonnes de Vichy Célestat en disant le premier malade du foie, eh bien ça a été Prométhée. C'est Cyclope, l'épisode dans le périple d'Ulysse. Voilà. Qui est le malheureux Cyclope, alors qui visiblement doit avoir 2 yeux, hein, puisque là on aperçoit que l'œil a l'air d'être présenté qui coule, voilà, dans un bon sens réel. Voilà. Il y a le Quevilly, donc qui est le dernier bateau que grand-père a fait, qui est un pétrolier à voile. En fait, l'histoire est assez jolie puisque le dernier capitaine du Quevilly est venu voir mon grand-père ici au Champ-Blac en disant voilà, mon bateau a sauté sur une mine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et alors voilà les photos et j'aimerais qu'on le fasse renaître. Et donc ils ont travaillé tous les deux comme des fous, hein, pour faire ce bateau, et on raconte que quand le capitaine a vu son bateau dans la boîte, il s'est mis à pleurer en disant ça y est, j'ai retrouvé mon bateau. Sauf que la chose jolie, c'est qu'en fait le Quevilly avait 1, 2, 3, 4, 5 mâts, on voit la photo dessus. Là il y en a 4. Et alors, on lui a dit, mais pourquoi 4 mâts? Et il a dit, je suis un artiste, alors laissez-moi avoir ma petite liberté d'artiste. C'est tout la Varande. Voilà, exactement. Et Quevilly, Grand Quevilly et Petit Quevilly, c'est donc dans les banlieues de Rouen. À côté de Rouen, voilà. Et puis le bateau Viking. Donc là, on a un qui est évidemment très amusant parce qu'il vient de piller une abbaye. Donc on a évidemment la mitre de C'était leur sport, hein. Voilà, c'était leur sport habituel. Et on a les effets de brouillard, vous voyez. Hein, donc on voit plus ou moins les icebergs en arrière-plan. Ici, vous avez en fait l'évocation d'une découverte scientifique. On a découvert en Norvège, sous un tumulus, un bateau viking encore entier, et avec les restes d'un roi viking. Alors mon grand-père a imaginé comment pouvait se passer un enterrement d'un roi viking, hein, avec le mort sur son lit de mort, son armure qui est devant, et puis l'encens qui brûle, hein, à l'intérieur de ce tumulus. Alors il y a aussi le Kingship, hein, qui est une jolie histoire. Kingship, c'est le bateau d'Henri VIII, qui est parti rencontrer François Ier au camp du Drap d'Or. Et évidemment Henri, qui est un tout jeune roi, comme d'ailleurs l'était François, veut impressionner son homologue et fait somptueusement décorer ses bateaux. Et mon grand-père les fait conduire par 2 tritons qui sonnent à la grandeur d'Henri. Et ce sont ces bateaux-là qui vont se renverser lors de l'invincible Armada et qui permettra ainsi à Élisabeth de monter sur le trône. Oui. Et puis il y a aussi le joli bateau de Panurge. Mon grand-père dit qu'il s'est inspiré d'une gravure d'Holbein, et on voit le malheureux Panurge qui est en train de regarder toute sa richesse tomber à l'eau. Tous ces moutons qui sautent. Hein, et là, il y a une jolie gravure de De Caris. Voilà. De Caris étant un très très grand graveur
et qu'il présente au Chamblac avec toute l'ambiance, les chevaux, les bateaux, et bien évidemment donc les petites sphinges qui sont en arrière-plan et qui rappellent donc le goût de mon grand-père pour donc les antiquaires. Et puis il y a même un bateau au fond de la mer. Non, je crois qu'il est en train d'affronter une tempête terrifiante. Ah bon. Hein, donc, je le voyais échouer. Non, pas celui-là. Il y en a d'autres qui sont échoués, mais pas celui-là, je crois pas. Là, c'est le bateau de Saint-Louis, hein, qui sont partis donc, pour les croisades. Donc là, c'est le bateau du roi, et à côté, vous avez le bateau de transport. Et là, vous avez donc son cousin Joinville, hein, qui faisait partie de l'ordre de Malte et qui a donc des bateaux qui sont capables d'aller directement sur les plages. Oui. Et ainsi rivaliser avec débarquer plus facilement. Plus facilement, avec les infidèles. Et dans une des nouvelles, on entend un commandeur de Malte, le commandeur de Galard, qui incite à la rame. C'est tous les rameurs qui sont attachés à leur rame. Le bateau qui était coulé, c'est le Vigo, en fait. C'est ça. Et malheureusement, il est parti dans les partages, et on voit ici le dessin que grand-père fait. C'est ça, oui. Donc le dessin préparatoire, où le Vigo a coulé avec toute sa cargaison d'or, et le temps passé, et on voit les bateaux contemporains passer au-dessus, et avec tout ce trésor magnifique en fond de mer. Et alors mon grand-père termine de façon assez amusante toutes ces visites des maquettes en disant peut-être si j'avais continué au même rythme aurais-je trouvé quelque chose de nouveau. Les petits navires lumineux sont ceux de la fin, particulièrement dépouillés, stylisés, conçus comme est écrite une nouvelle. Ai-je réussi à retenir le regard, l'imagination, à susciter un certain plaisir? Parfois je le croirais en présence de mes jeunes visiteurs. Alors pour ne pas me décevoir ni trop vous ennuyer, je vous supplie de retrouver un peu de votre âme enfantine. Vous dites un mot précieux, il y a un bateau qui s'appelle l'histoire d'une âme. Voilà, exactement, pour une âme. Ah oui, vous l'avez pas regardé en haut, pour une âme. Et qui évoque la mort pour mon grand-père, et bien quand il sera mort, il prendra un bateau et il ira directement au paradis. Oui. Voilà, chers amis de TV Liberté, nous sommes arrivés à la fin du voyage terrestre de Jean de La Varande au cimetière du Chamblac, où toutes les tombes de la famille La Varande se trouvent. Mais nous dit-il, il n'y a pas de tradition morte. Le souvenir porte en soi une vitalité supérieure et nous ramène à cette notion suprême, la chaîne dont nous ne sommes qu'un maillon. Avec ce sentiment, l'homme se dépasse, il revit dans un futur réellement. Nous sommes tous, dit-il, sur une barque trouée et les pas quais de toile grise, ce sont nos pauvres rêves. Grâce à Jean de La Varande, ces rêves sont un peu moins pauvres.